Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau quartier libre où je reçois aujourd'hui Raphaël Kempf. Cet avocat au barreau de Paris défend des militants et autres manifestants, le plus souvent inquiétés pour leurs intentions plus que pour leurs actes. Aujourd'hui, il publie un livre, Ennemis d'État, consacré aux lois scélérates, ces lois inventées pour les anarchistes du 19e siècle et qui sont aujourd'hui utilisées par l'État pour frapper beaucoup d'activistes. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'une loi scélérate, alors, selon votre terminologie? Alors, c'est pas ma terminologie, c'est la terminologie qui a été employée par les anarchistes et par certains auteurs dont je republie les articles dans ce livre, à la fin du 19e siècle, pour dénoncer des lois qu'ils considéraient comme étant des lois scélérates. Et à la base, des lois scélérates, historiquement parlant, il y en a 3, qui ont été adoptées en 1893 et 1894, qui visaient les théories, les opinions, les pensées, les mouvements anarchistes. Et par tout un tas de techniques juridiques un peu précises, notamment en s'attaquant au droit de la presse, en punissant l'intention et non pas l'acte, en supprimant pour les anarchistes la garantie du jury, c'est-à-dire de citoyens tirés au sort pour juger des crimes qu'on vous reproche. Supposé plus clément. Exactement, exactement. À l'époque, à la fin du 19e siècle, et pendant toute une partie du 20e siècle aussi, il a toujours été considéré que les jurys populaires, donc c'est quand même un héritage de la Révolution française, c'est une justice avec l'idée que les citoyens et citoyennes peuvent participer à l'œuvre de justice et rendre la justice au nom du peuple français. Il a toujours été considéré que ces citoyens étaient plus cléments, surtout en matière politique. Et c'est vrai que l'histoire montre que lorsque l'État a voulu frapper des adversaires, des opposants politiques, que ce soit les anarchistes à la fin du 19e siècle ou des opposants politiques dans la deuxième partie du 20e siècle ou aujourd'hui les terroristes, on va créer des cours spéciales dans lesquelles il n'y a pas de juré populaire, de juré citoyen, parce qu'on se dit que les magistrats professionnels n'auront pas la même clémence. Voilà. Alors, l'époque actuelle vous rappelle, dites-vous, la répression menée contre les anarchistes, très précisément dans les années 1893 et 1894, où en effet plusieurs très jeunes gens d'une vingtaine d'années furent guillotinés. Alors, pouvez-vous nous rappeler le contexte de ces années-là et ce qui justifie cette comparaison? Mais oui, alors le contexte, c'est un contexte dans lequel il y a des mouvements anarchistes qui, dans toute la France, dans les années 1880-1890, sont des mouvements qui sont, on va dire, assez variés, assez nombreux. Et il y a un grand nombre de groupes anarchistes. Et par principe, il n'y avait pas d'organisation hiérarchique, pyramidale en partie. Il y avait des groupes dans différentes villes, toujours généralement autour d'une revue ou d'un journal. Donc la presse anarchiste a joué un rôle très important pour fédérer les groupes anarchistes entre eux. Et effectivement, un certain nombre de penseurs de l'anarchie vont se dire que l'action politique légale, à travers l'utilisation de la seule parole et de ce qu'ils appelaient la propagande par l'idée, c'est-à-dire le fait d'écrire, de publier, de faire des meetings, etc., n'était peut-être pas suffisant pour faire triompher les idées de l'anarchie. Et donc c'est là qu'a été théorisé ce qui s'appelait la propagande par le fait. C'est-à-dire l'idée, c'était, par exemple, à travers le vol, qui était dénommé par les anarchistes la reprise individuelle, de voler la bourgeoisie dont on pense que ce qu'elle possédait était elle soi-même l'issue d'un vol. D'une spoliation. D'une spoliation, exactement. Donc voilà, il y a ces théories-là qui émergent petit à petit. Et il va y avoir effectivement, sur une période de 2 ans, un peu plus, en 1892-94, une série d'attentats anarchistes. Et il faut bien voir que ces attentats anarchistes, ils ne viennent pas de nulle part. Les attentats ont une raison, et je pense que l'intérêt de l'histoire, l'intérêt de la justice aussi, c'est de voir d'où viennent, qu'est-ce qui fait qu'une personne va commettre un crime ou un acte qui effectivement est punissable. Et ça commence, selon moi, de ce que j'ai pu voir chronologiquement, par des violences policières impunies. Et je pense que c'est assez important de rappeler ce point-là. C'est-à-dire que le 1er mai 1891, alors c'est une date qui est restée dans l'histoire, qu'on connaît encore aujourd'hui parce que c'est la fusillade des grévistes, des manifestants de Fourmies, dans le Nord, qui a une grève très dure, mais le même jour, enfin pas une grève, une manifestation très dure pour le 1er mai, le même jour, en banlieue parisienne,
des anarchistes veulent participer à la manifestation et vont, en ce qui concerne cette petite troupe, de Clichy à Levallois. Ils vont s'arrêter dans un débit de boissons sur la route et il va y avoir des provocations policières et ça va se transformer en bataille rangée avec des coups de feu qui vont être tirés et 3 anarchistes notamment qui vont être très gravement blessés, notamment par balle pour l'un d'entre eux. Et ces 3 anarchistes vont être arrêtés et traduits en justice alors qu'ils ont été victimes de brutalités policières extrêmement graves.